Klaus regardait le match de foot sur la grande télé, savourant sa bière affalée dans son fauteuil confortable. Après le dîner, Renate était montée à l'étage. Il se fichait de ce qu'elle y faisait. Pour lui, c'était juste une soirée de plus à la maison. Mais soudain, la sonnette retentit, peu avant 19h. « Klaus, tu peux ouvrir, s'il te plaît ?» cria Renate d'en haut avant même qu'il ait pu se lever. « Oui, pensa-t-il, c'est ce que j'allais faire de toute façon. » Il alla à la porte, l'ouvrit et se trouva face à un homme bien habillé qu'il ne connaissait pas. « Oui ?» fit Klaus. « Je peux vous aider ? J'espère que vous ne faites pas de démarchage. »« Non, je suis là pour prendre Renate. »« Pourquoi faire ?» demanda Klaus, perplexe. « Nous sortons. » Un rendez-vous galant. Klaus crut que ses yeux allaient lui sortir de la tête. « Vous sortez avec ma femme ? » « Oui, » confirma l'homme. Klaus resta un moment sans bouger, pesant le pour et le contre. « Je vais l'appeler » finit-il par dire. Au pied de l'escalier, il cria, « Ton cavalier est là, Renate. » Il s'attendait à ce qu'elle demande, « Quel cavalier ?» ou qu'elle nie tout en bloc. Au lieu de cela, elle répondit, « Dis-lui que j'arrive. » Klaus resta planté là, ne sachant plus très bien ce qui se passait. Quand Renate entra dans le salon, elle portait une robe de soirée courte avec un décolleté plongeant et était très maquillée. « Renate, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» exigea de savoir Klaus. « J'ai un rendez-vous, » répondit-elle. Les femmes mariées n'ont normalement de rendez-vous qu'avec leur mari. Je m'en vais. J'en ai marre de te voir regarder du foot ou je ne sais quel autre sport passionnant tous les soirs en buvant ta bière. Le maximum que j'obtienne de toi, c'est un ro ou un paix. Tu ne t'excuses même plus. À quand remonte la dernière fois qu'on a fait quelque chose d'excitant ensemble ? Continua-t-elle. Si tu ne peux pas me donner d'attention et me permettre de m'amuser, alors j'irai trouver quelqu'un qui le fera. Elle souligna son propos en lui plantant un doigt dans la poitrine. Ne m'attends pas. Peut-être que je ne rentrerai que demain matin, si j'ai de la chance. Sur ces mots, elle claqua la porte et s'en alla. Renate monta dans la voiture qui l'attendait et demanda au chauffeur de démarrer. À peine eurent-ils quitté la maison qu'elle et son accompagnateur éclatèrent de rire. « J'aurais aimé avoir une photo de sa tête », fit remarquer Renate. C'était impayable. Si ça ne le transforme pas d'un paresseux en un être humain normal, rien ne le fera. Tu crois que ça risque d'empirer les choses ? J'en doute, se répondit-elle à elle-même. Il va probablement juste rester assis là à se demander ce qui a mal tourné. Je saurai rentrer avant qu'il ne soit trop énervé. Bien que je sois prête à prendre le risque, je ne pense pas qu'il pensera tout de suite au divorce. Peut-être que je n'aurais pas dû dire que je ne rentrerai que demain. Bon, tant pis, maintenant. Vu l'état de notre mariage, je crois que je préférerais un divorce au statu quo. Mais mon Dieu, que j'aime ce crétin. Je voudrais juste qu'il me donne, à moi et à nous, plus d'attention. Bref, faisons le tour du pâté de maison et rentrons. Je vais voir comment il va. Renate et son accompagnateur firent un tour dans le quartier avant de se garer dans l'allée. Elle s'attendait à ce que Klaus se précipite dehors, mais il ne le fit pas. La télé était toujours allumée lorsqu'elle entra dans le salon, mais il était introuvable. Après avoir brièvement fouillé le rez-de-chaussée, elle monta à l'étage. Il n'y était pas non plus. Puis, elle composa son numéro de téléphone portable. Il sonna et elle l'entendit. Se précipitant vers la table de chevet, Renate trouva son portable là, avec son alliance à côté. Paniquée, elle inspecta la pièce. Plusieurs de ses affaires personnelles avaient disparu. Mince, murmura-t-elle en descendant précipitamment pour vérifier la voiture de Klaus dans le garage et informer son ami de la situation. Elle n'y était plus. Tu crois qu'il est allé où ? demanda l'homme. Sûrement dans un bar pour se saouler. Au pire, il est dans un motel pour la nuit. Je peux presque le voir, en train de bouder comme un enfant. S'il revient et qu'il oublie ma petite plaisanterie, il va le regretter. Il semble que son départ pourrait être bénéfique pour toutes les personnes concernées. Ça ne me dérange pas de le laisser se sentir mal encore un peu, vu tous les efforts que j'ai dû faire pour l'encourager. Ni ce soir-là, ni le lendemain matin, Klaus n'appela ni ne revint. Lassée d'attendre, Renate finit par appeler la secrétaire personnelle de Klaus, bien avant qu'il ne revienne de sa pause déjeuner. « Pourriez-vous me passer mon mari, Barbara ? Ça ne va pas être possible. Qu'est-ce qui se passe, Renate ?
Klaus m'a dit de me taire et d'écouter quand il a débarqué ce matin. Il a mentionné qu'il avait beaucoup de problèmes personnels à gérer, alors il a pris un jour de congé. Ensuite, il a demandé qui s'occupait de l'assurance maladie de l'entreprise. Je l'ai orienté vers la responsable des ressources humaines qui s'occupe de l'assurance maladie. Ça a semblé l'aider, et il a arrêté de vouloir me parler. Il n'a même pas dit « merci » ou quelque chose comme ça avant de partir, ce qui n'est pas son genre. Tu sais ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu un décès dans sa famille? Comment est-il arrivé dans cet état? J'ai fait quelque chose qui a eu des conséquences fâcheuses. J'espère qu'il redeviendra normal dès que j'aurai réparé mes torts et que je lui aurai parlé. Pourrais-tu me mettre en relation avec cette responsable des RH, s'il te plaît? Bien sûr. C'est Eric des ressources humaines. Pourrais-je parler à Sylvia, s'il vous plaît? Elle est actuellement occupée à former un nouvel employé. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui puisse vous aider? Pourriez-vous me dire ce que Klaus Müller est venu faire au service des ressources humaines aujourd'hui? Je peux vérifier son dossier, mais je ne peux pas vous donner d'informations sans son autorisation. Je suis sa femme. Avez-vous des informations à me communiquer? Je peux confirmer que vous êtes couverte par sa police. Un instant, s'il vous plaît. Laissez-moi vérifier. Quel hasard. Nous devions de toute façon vous contacter aujourd'hui. L'assurance maladie de votre mari doit vous informer officiellement par courrier que vous n'êtes plus assuré. Si vous réglez les cotisations impayées, vous pouvez maintenir votre couverture pendant 180 jours après la résiliation. C'est la seule chose qu'il a changé. Renate a reniflé, a remercié Eric et a raccroché, abasourdi. Pourquoi Klaus a-t-il résilié mon assurance maladie? Puis ça lui a fait tilt. Elle a immédiatement vérifié ses comptes bancaires en ligne sur son ordinateur. Tant le compte d'épargne que le compte courant avaient perdu la moitié de leur solde. Il me quitte, c'est ça? Renate ne savait pas quoi faire. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, son téléphone a sonné. C'était Lucas, un ami de la famille et agent d'assurance vie. Ici Renate. Bonjour, Lucas. Peux-tu me dire ce qui se passe, Renate? Klaus est venu ici, a changé les bénéficiaires au profit des filles et a arrêté les paiements automatiques pour ton assurance vie. Il n'y aura pas d'argent pour vous. De plus, les prélèvements automatiques pour les paiements de l'assurance vie ont été redirigés vers un autre compte. Il a insisté sur le fait que c'est ce qu'il voulait. Concernant la modification du bénéficiaire et l'arrêt du paiement de votre assurance vie, je dois vous envoyer un avis officiel. Je suis désolé. On dirait que vous vous séparez. Je suis désolé pour toi, Renate. Viens me voir dès que possible pour éviter que ton assurance vie ne s'éteigne. Vous divorcez, c'est bien ça? Oui. Merci. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Mais je n'ai encore rien entendu de lui. C'est bien ça. Elle a mis fin à l'appel. 2 minutes plus tard, Thomas, son ami, voisin et avocat, a appelé. Renate a répondu poliment. Bonjour, ici Thomas, Renate. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Klaus est venu ici et a modifié son testament pour que tu ne reçoives rien et que les enfants reçoivent tout. De plus, il t'a retiré de la liste des mandataires médicaux potentiels. Il a dit que ça lui était égal que je te le dise ou non, mais il n'a pas voulu expliquer pourquoi. Il m'a ensuite demandé de lui recommander un avocat spécialisé dans le droit de la famille. Vous deux, vous devez traverser de graves problèmes et envisager un divorce. Je suis vraiment désolé que ça arrive, Renate, mais si vous deux vous remettez ensemble, je peux toujours revenir en arrière et remettre les choses en ordre. Je tiens vraiment à vous deux et je vous souhaite le meilleur. Malheureusement, je dois y aller maintenant. D'accord, répondit Renate, affaiblie. Ses filles jumelles, qui étaient à l'université, ont appelé ensuite. Qu'est-ce qui se passe, bon sang, maman? Ont-elles demandé. Nous sommes toutes des traîtres à tes yeux, selon papa. Il prétend que tu vois et que tu as des aventures avec d'autres hommes. Il nous a ensuite dit qu'il allait prendre ses distances pendant un certain temps et te donner une chance de sortir avec d'autres hommes jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Il nous a assuré qu'il avait pris en charge nos futurs frais de scolarité. Il a refusé de répondre à nos questions. Il a mis fin à l'appel en nous rappelant qu'il nous aimera toujours. Nous craignons que papa ne se fasse du mal, maman. Peux-tu nous dire ce qui l'a rendu si abattu? J'essaie de le trouver pour m'excuser d'avoir été l'idiote qui a causé sa dépression. Le problème, c'est que je n'arrive pas à le joindre. Je pourrais réessayer.
Attends, j'ai un autre appel. Ça pourrait être lui. Rappelle-moi. Allô, Klaus? Non, ici c'est Elsa, votre belle-mère. Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Mon fils m'a appelé, il pleurait à chaudes larmes. Il m'a dit que tu avais passé la nuit dans une boîte de nuit avec plusieurs hommes. J'ai mis ses dires en doute, car il semblait ivre. Mais il était furieux. Il a dit qu'il allait te laisser ta liberté pour régler le problème. Pire encore, il a remercié son père et moi de l'avoir bien élevé, et il s'est excusé de nous décevoir et d'agir contre son éducation. Il nous a dit adieu. Je n'aimais pas le ton de sa voix. Avant qu'on puisse lui poser plus de questions, il a raccroché. Depuis, il ne répond plus à nos appels. J'ai peur qu'il ne fasse une bêtise, Renate. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? J'essayais d'inspirer Klaus, de lui faire profiter de la vie avec sa femme et de le sortir de son vide après le départ des enfants. Pour lui remonter le moral, j'ai pris la décision radicale de faire semblant de sortir avec un autre homme. Nous avons été séparés pendant 10 minutes à peine. 10 terribles minutes. Quand je suis revenu, il n'était plus là. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il avait pris des mesures qui indiquent qu'il. Une telle chute sur ces rochers serait fatale à n'importe quel être humain ordinaire. Je ne vais pas risquer la vie de personnes insuffisamment formées en tentant de le vérifier. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre l'équipe de secours en montagne, a conclu le commissaire. Renate n'a pas eu besoin d'attendre pour spéculer sur l'identité de la personne blessée ou sur ce qui s'était passé. La mention du VW Amarok écarlate avec l'autocollant de la Bavière l'a fait fondre en larmes. Son téléphone a sonné, mais elle l'a ignoré. Avant l'arrivée des jumeaux, elle a pleuré seule pendant 3 heures. Inquiets de ne pas la voir répondre à leurs appels, ils se sont précipités à la maison pour être à ses côtés. Leur grand-mère les avait appelés pour les informer des nouvelles concernant le VW Amarok rouge diffusé à la télévision. Même sans corps retrouvé, ils étaient presque certains que c'était leur père qui avait eu l'accident. Lorsque le téléphone de leur mère a sonné à nouveau, l'aîné des jumeaux a répondu et le lui a tendu. Le nom d'un cabinet d'avocats s'affichait. Allô? Est-ce bien Madame Renate Müller? Renate luttait contre ses larmes. Oui, c'est moi, a-t-elle fini par articuler. Madame Müller, je m'appelle Christian Albrecht. Je suis avocat dans le même cabinet que votre ami Thomas. J'ai été mandaté par votre mari pour agir en tant que son avocat pendant la procédure de divorce. Thomas m'a convaincu de vous appeler, même si cela pourrait ne pas être tout à fait approprié. La police de Fribourg, du district de Brisgau-Haute-Forêt-Noire, m'a contacté. Ils ont été appelés pour un vol qualifié. La personne concernée a subi un traumatisme crânien, et ses clés et son portefeuille ont été volés. Après son admission aux urgences, elle a été opérée. Afin de soulager la pression sur son cerveau, la personne non identifiée a été placée dans un coma artificiel. Il n'avait rien sur lui à part une clé de chambre de motel. Ils ont identifié Klaus Müller comme étant la personne concernée. Parmi les documents trouvés dans sa chambre d'hôtel, il y avait une copie de l'accord de divorce qui me désigne comme responsable de sa procédure de divorce. C'est pour cette raison qu'ils m'ont contacté. Votre mari ne souhaitait pas que vous ayez affaire directement avec lui de quelque manière que ce soit, il m'a donc chargé de gérer le divorce. Je dois vous informer que vous n'êtes pas autorisé à lui rendre visite à l'hôpital. J'ai pris cette décision en me basant sur les instructions verbales expresses données par M. Müller concernant sa relation avec vous. C'est moi qui décide des autorisations de visite, mais vos enfants sont les bienvenus pour lui rendre visite. Quoi? C'est mon mari. Bien sûr que je peux le voir, rétorque Renate. Je suis désolé, mais la directive qu'il a signée me donne à moi, et à moi seul, le pouvoir de prendre des décisions concernant le divorce et ses soins médicaux. Je dois me conformer à ces dernières instructions données oralement. Si vous souhaitez contester cela, vous devriez immédiatement consulter un avocat. La procédure de divorce n'est-elle pas suspendue en raison de sa maladie? Non, madame. J'ai reçu l'instruction expresse de poursuivre la procédure de divorce à tout prix. Cependant, je doute qu'il ait prévu d'être victime d'un vol. Cela signifie-t-il que ces décisions concernant les bénéficiaires, les assurances et les finances restent inchangées? Oui, madame. Il était responsable de toutes ces décisions. De plus, je n'ai actuellement aucune indication qu'il souhaite les modifier. Bien sûr qu'il n'y a aucune indication, il est inconscient. C'est complètement absurde. J'ai fait croire à mon mari que je voyais quelqu'un d'autre. Quand je suis revenu pour lui dire que c'était une blague, il était déjà parti.
Je n'ai pas pu lui dire que c'était une plaisanterie parce qu'il avait jeté son téléphone. Il n'avait aucune justification à ses actes en réaction à cette blague, et il n'y a aucune raison de divorcer. C'est votre point de vue actuel, et ce n'est pas un manque de respect, mais je dois m'en tenir aux instructions de M. Muller, comme stipulé dans notre accord écrit. Je suis au regret de vous informer que, conformément à la demande de M. Muller, vous recevrez une notification demain à votre travail. Veuillez demander à votre avocat de me contacter pour discuter des prochaines étapes. Cela ne m'intéresse pas. Je le verrai quand je le voudrai, c'est mon mari. J'ai oublié de mentionner que le paquet que vous recevrez contient une injonction vous obligeant à rester à au moins 300 mètres de lui. Il a fait une requête très courtoise. Je veux que tu aies ta chance avec l'homme que tu veux vraiment, a-t-il dit. Renat transmit les paroles de l'avocat aux enfants. Elles avaient du mal à croire ce qui s'était passé. Renat expliqua que, malgré ce qu'on lui avait dit, elle irait à l'hôpital. Les filles acceptèrent de l'accompagner. La visite fut de courte durée. Bien que l'hôpital n'ait pas de copie de l'ordonnance restrictive, tous les patients étaient interdits de visite en raison des règles Covid. Après son transfert en soins intensifs, elles furent informées qu'ils pourraient recevoir des visites, mais seulement 10 minutes toutes les 2 heures. Renat était mécontente en rentrant chez elle avec ses filles. L'ordonnance restrictive avait été obtenue avant que Klaus ne soit transféré en soins intensifs. Une fille fut autorisée à lui rendre visite, mais ce ne fut pas d'une grande aide. Elle ne pouvait pas dire s'il comprenait quoi que ce soit à ce qu'elle disait, car il était inconscient. Quelques jours plus tard, l'équipe de secours en montagne localisa le camion. Le chauffeur décédé fut vraisemblablement identifié comme étant le cambrioleur. Sur les 6 000 € qui se trouvaient dans le portefeuille de Klaus, plusieurs centaines manquaient. Cela était probablement dû à la découverte d'une collection de bouteilles de whisky rares, dont plus de la moitié d'une bouteille était vide. Avec le temps, Renat se retrouva dans une situation financière difficile. Le compte joint du couple était utilisé pour l'hypothèque et d'autres dépenses, mais Klaus n'y avait pas redirigé son virement de salaire. Renat engagea un conseiller juridique qui déposa une requête auprès du tribunal pour lui permettre d'accéder à la moitié des fonds restants sur le compte. Finalement, le moment vint de sortir Klaus de son coma artificiel. À son réveil, il affirma n'avoir aucun souvenir de son identité. On lui diagnostiqua une amnésie temporaire. Pour l'aider à se souvenir, l'une des jumelles, Laura, partagea des souvenirs et apporta des photos. Ce fut peine perdue. Il ne se souvenait même pas du nom de l'avocat qui avait sa procuration. Il fut déterminé qu'il n'était pas suffisamment conscient de son état pour que l'ordonnance restrictive puisse être levée. Afin d'évaluer ses pertes de mémoire, Klaus subit un test de mémoire après son réveil du coma. Comprenant leurs intentions, Klaus décida de simuler l'amnésie. On l'informa que ses filles souhaitaient le voir. Julia, l'autre jumelle, fut la première à lui rendre visite. « Sais-tu qui je suis » demanda-t-il. « Julia, papa, je suis l'une de tes filles. Tu es tombée dans le coma après une agression. Nous attendions que tu te réveilles. » « Nous » demanda-t-il. « Oui, Laura, ta femme et maman, répondit-elle. « Je suis mariée » ? Vraiment. Pourquoi n'est-elle pas là ? Elle n'a pas le droit de venir. Il y a une ordonnance restrictive qui l'empêche de te rendre visite et vous avez eu une incompréhension. Veut-elle me faire du mal, bon sang ? Non, papa. Tu n'es pas en danger à cause d'elle. Tu étais en colère contre elle. Pourquoi ? Elle a fait semblant d'avoir un rendez-vous avec un autre homme. Tu es parti et as entamé une procédure de divorce avant qu'elle puisse revenir pour te dire que c'était une blague. Tu peux arrêter ça maintenant que tu le sais. Comment puis-je être sûr qu'elle n'a pas honoré ce rendez-vous ? Je ne l'ai pas fait, affirme-t-elle. Comment puis-je le savoir ? Demanda Klaus, avec une expression de confusion qui laissait cependant transparaître un soupçon de méfiance et de douleur. Papa, maman ne t'a jamais donné de raison de ne pas lui faire confiance. Toutes ces années, vous avez eu un bon mariage, lui assura Julia. C'était une expérience stupide de sa part, mais ce n'était qu'une plaisanterie. Klaus baissa les yeux et fixa ses mains. Une plaisanterie qui m'a brisé le cœur, murmura-t-il. Même si je ne me souviens pas des détails, je ressens cette douleur. Au cours des semaines suivantes, Klaus fit de longs progrès dans son rétablissement. Les blessures physiques guérirent, mais la blessure émotionnelle resta ouverte. Ses filles lui rendaient visite régulièrement, essayant de rétablir le lien entre leurs parents en racontant des histoires de leur passé commun. Un jour,
Laura apporta un vieil album photo. Ils parcoururent ensemble les pages remplies de souvenirs, le mariage, les vacances, les anniversaires des enfants. Sur une photo de Renate et Klaus se regardant dans les yeux lors de leur 20e anniversaire de mariage, un léger sourire effleura le visage de Klaus. « Elle a l'air heureuse, dit-il doucement. « Vous étiez tous les deux heureux, papa, répondit Laura. Et vous pourriez l'être à nouveau. » Ce même soir, alors que Klaus était seul dans sa chambre d'hôpital, les souvenirs revinrent lentement. Pas tous à la fois, mais comme des pièces de puzzle qui s'assemblaient peu à peu. Il se souvenait de la porte, de l'homme bien habillé, des mots de Renate. Mais maintenant, avec un peu de recul, il pouvait aussi reconnaître qu'il y avait quelque chose d'anormal dans cette situation. La rapidité avec laquelle tout s'était déroulé. L'exagération dans la voix de Renate. Le manque de baiser entre elle et l'inconnu. Était-ce vraiment une blague? Se demanda-t-il. Lors de sa séance de thérapie suivante, Klaus parla pour la première fois ouvertement de ses sentiments. Je me suis senti trahi, inutile, vieux. Comme si je n'avais plus aucune valeur pour elle. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je suis vraiment devenu un homme ennuyeux et prévisible. La thérapeute écoutait attentivement. Avez-vous déjà parlé de ces sentiments à votre femme avant cet incident? Klaus secoua lentement la tête. Non, je pensais que tout allait bien. Nous avions notre quotidien, notre routine. Parfois, dit doucement la thérapeute, les gens recourent à des mesures désespérées lorsqu'ils ont l'impression de ne pas être entendus. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Klaus, bien après la fin de la séance. 3 mois après l'incident, Klaus sortit de l'hôpital. Il décida de vivre temporairement chez son frère, ne se sentant pas prêt à rentrer chez lui. L'ordonnance restrictive était toujours en vigueur, mais la procédure de divorce était au point mort. Un samedi après-midi, son téléphone sonna. C'était Thomas, l'avocat de la famille et voisin. « Klaus, je sais que je ne devrais pas m'en mêler, mais je dois te parler. Pas en tant qu'avocat, mais en tant qu'ami. » Ils se rencontrèrent dans un café tranquille à la périphérie de la ville. Thomas avait l'air grave en remuant son café. « Renate souffre, Klaus. Elle a perdu plus de 10 kilos ces derniers mois. Elle dort à peine. Les voisins la voient errer dans le jardin la nuit. » Klaus sentit une piqûre dans son cœur. À quoi s'attendait-elle? Demanda-t-il, mais sa voix ne sonnait plus aussi assurée qu'avant. Elle a fait une terrible erreur, admit Thomas. Mais est-ce qu'une seule erreur doit tout détruire après 25 ans de mariage? Klaus fixa sa tasse. Je ne sais pas si je pourrais un jour lui refaire confiance. La confiance peut se reconstruire si les deux sont prêts à y travailler, dit calmement Thomas. La question est, l'aimes-tu encore? La question frappa Klaus comme un éclair. Malgré toute la douleur, malgré le sentiment d'humiliation, il connaissait la réponse immédiatement. Oui, murmura-t-il. Je l'aime toujours. Le lendemain, Klaus contacta son avocat et demanda la levée de l'ordonnance restrictive. Une semaine plus tard, il se tenait devant sa maison, leur maison. Les mains tremblantes, il sonna à la porte. Renate ouvrit. Elle avait l'air épuisée, les yeux rougis par les pleurs. En le voyant, elle se figea. Klaus, souffla-t-elle. L'ordonnance restrictive. Élevée, compléta-t-il. Puis-je entrer? Elle s'écarta, et il entra dans la maison, qui lui semblait à la fois familière et étrangère. Un silence pesant régnait dans le salon. C'était une blague, dit finalement Renate, la voix étranglée par les larmes. Une blague stupide, irréfléchie. Je voulais juste te secouer, parce que j'avais l'impression qu'on était en train de se perdre. Je n'ai jamais, je ne ferai jamais. Je sais, l'interrompit doucement Klaus. Ça a pris du temps, mais je comprends maintenant. Je n'ai pas été l'époux le plus attentif ces derniers temps. Renate secoua violemment la tête. Ça ne justifie pas ce que j'ai fait. J'ai failli nous détruire. Klaus se rapprocha et prit prudemment sa main. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Je me suis caché dans ma zone de confort, sans voir que tu avais besoin de plus. Plus de moi, plus de nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Renate à voix basse. Klaus réfléchit un instant. On recommence. On réapprend à se connaître. On reconstruit la confiance. Ça prendra du temps, mais... Il serra doucement sa main. Je suis prêt à essayer, si tu le es aussi. Renate hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues.
J'ai prié pour ça tous les jours ces derniers mois. Au cours des semaines suivantes, ils se rencontrèrent régulièrement d'abord pour prendre un café, puis pour dîner. Ils parlèrent de tout ce qu'ils s'étaient tu pendant des années. Klaus avoua le vide qu'il avait ressenti après le départ des enfants, comment il s'était réfugié dans la télévision et la bière pour ne pas entendre le silence. Renate raconta sa peur de vieillir, son désir d'excitation et de reconnaissance. Ils commencèrent une thérapie de couple et apprirent à vraiment communiquer l'un avec l'autre. Le divorce fut officiellement annulé, et après 6 mois, Klaus emménagea de nouveau. Pour leur 26e anniversaire de mariage, Klaus surprit Renate avec 2 billets d'avion pour Paris, un voyage qu'il voulait faire depuis des années. Alors qu'il glissait sur la scène dans la lumière du soir, il lui prit la main et dit « Tu sais, parfois, il faut presque une catastrophe pour réaliser ce qu'on a vraiment. » Renate posa sa tête sur son épaule. Et parfois, après le silence, on découvre une connexion plus profonde qu'avant. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Paris, Klaus et Renate renouvelèrent silencieusement leurs promesses l'un envers l'autre. Ils savaient tous deux que leur relation n'était pas parfaite, qu'ils devraient continuer à travailler sur eux-mêmes. Mais ils savaient aussi que l'amour qui les unissait était plus fort que n'importe quelle erreur, n'importe quel malentendu ou n'importe quelle crise. Le silence qui s'était autrefois dressé entre eux était désormais rempli d'une nouvelle compréhension et d'une appréciation plus profonde l'un pour l'autre. Et c'est dans ce silence qu'ils se retrouvèrent enfin.